Pourquoi as-tu parfois la sensation de partager ta vie avec deux versions contradictoires de la même personne? C'est une impression que beaucoup connaissent. Un jour, ton partenaire te cherche, te parle, t'inclut dans son univers. Le lendemain, il agit comme si tu n'existais plus, comme s'il avait besoin de s'exiler sur une autre planète. Dans une relation avec un évitant, cette dualité n'est pas une surprise. C'est la norme. Avec l'expérience, tu comprends que ce n'est pas une coïncidence. Il y a deux états, deux facettes, et la bascule entre elles peut arriver en quelques heures. Sans préavis, sans explication, juste un changement. Dans une relation avec une personne évitante, cette dualité n'est pas une exception. C'est la règle. Tu as assez de vécu pour savoir que ce n'est pas un hasard. Il y a deux modes, deux visages, et le passage de l'un à l'autre peut arriver en quelques heures. Sans signe avant-coureur, sans explication, juste un basculement. Si tu ressens que tu partages ton quotidien avec deux personnes dans un même corps, reste ici. Ce qui suit va sûrement t'apporter de la clarté sur cette question qui te hante peu, être depuis un moment. La première chose à comprendre, c'est que ces deux versions ne sont pas des masques. Elles ne sont pas fausses. Quand une personne à l'attachement évitant est présente, connectée, cette version est authentique. Quand la même personne devient froide, distante, inaccessible, cette version l'est tout autant. Les deux coexistent, et le passage de l'une à l'autre ne relève pas d'une volonté consciente. C'est une réaction automatique face au degré d'intimité que son système nerveux peut tolérer. L'attachement évitant fonctionne sur une mécanique de régulation de proximité. Il y a un seuil de proximité que la personne peut supporter avant que son système ne déclenche des alertes. Sous ce seuil, la relation paraît gérable. Elle arrive à s'ouvrir, partager, investir la relation. Mais dès que la proximité franchit cette limite invisible, quelque chose l'oblige à enclencher le mode protection. Ce n'est pas une décision volontaire. Son corps lui dicte que l'intimité est devenue une menace. Ce n'est pas théorique. On le voit dans leur comportement. Une personne évitante peut être présente dans des conversations profondes, partager des pensées intimes, laisser transparaître sa vulnérabilité. Mais il arrive un moment où on perçoit le changement. Les réponses se font plus courtes, le regard s'évite, l'énergie qui t'était adressée est détournée ailleurs. Ce n'est pas parce que tu as cessé de compter à ses yeux, mais parce que le niveau d'intimité a atteint le seuil où son système doit recréer de la distance pour retrouver un équilibre interne. Vivre avec ce schéma, c'est apprendre à reconnaître ces deux modes sans le prendre comme un rejet personnel. La version proche existe, ce lien est réel. Quand la personne te cherche, te pose des questions, veut passer du temps avec toi, son intérêt n'est pas simulé. Elle est vraiment présente à toi, mais il y a une durée limitée à cette présence. Ce n'est pas qu'elle te sous-estime, c'est qu'entretenir une proximité constante épuise ses ressources émotionnelles d'une manière qui ne touche pas d'autres types d'attachement. La version distante n'est pas non plus un châtiment. Quand la personne se retire, se ferme, a besoin d'espace, elle ne t'envoie pas de message sur ta valeur. Elle régule simplement son propre système interne. Pour une personne évitante, une intimité prolongée crée une impression d'étouffement, de perte d'autonomie, de se sentir prise au piège. Se retirer, ce n'est pas te rejeter, c'est retrouver son propre espace émotionnel. Ce qui complique tout, c'est l'imprévisibilité. Impossible de dire quand apparaîtra chaque version. Parfois, la personne peut rester proche pendant des jours, voire des semaines. D'autres fois, le changement se produit en quelques heures. Il peut y avoir de la tendresse le matin, de la distance l'après-midi, un échange profond suivi d'un retrait immédiat. Les cycles varient selon plusieurs facteurs, niveau de stress externe, degré de vulnérabilité partagé récemment, saturation émotionnelle dans d'autres sphères de vie. Le contraste entre ces deux facettes peut dérouter une fois qu'on l'observe avec attention. La version proche lance des conversations sur ta journée, te pose des questions précises, se souvient de détails importants pour toi. La version distante répond par monosyllabes, scrute son téléphone pendant que tu parles, paraît physiquement là mais absente en pensée.
La version proche fait des projets pour le week-end, propose des activités à faire ensemble, veut t'inclure dans sa vie. La version distante botte en touche sur toutes les propositions, évite les engagements, garde les possibilités ouvertes. La version proche recherche le contact naturel, pose sa main sur la tienne sans y penser, vient s'asseoir juste à côté de toi. La version distante trouve un prétexte pour occuper une autre pièce, maintient une barrière physique, se rigidifie dès qu'il y a contact. Les deux versions, pourtant, sont la même personne. Voilà le mystère auquel tu fais face quotidiennement. Ce changement n'est pas une illusion. Il est bien là, visible, et remarquablement déroutant quand tu ignores ce qui l'origine. Il y a pourtant des indices qui aident à déceler le passage d'un état à l'autre. La personne commence à répondre plus brièvement. Les discussions, jadis spontanées, deviennent laborieuses. L'initiative s'éteint, la passivité s'installe. Plus de projets, plus de questions, plus de quêtes actives de t'accompagner. Son attention se disperse, son esprit flotte ailleurs. Ces indices n'apparaissent pas à cause de toi ou d'une faute que tu aurais commise, mais parce que le compteur interne de proximité a atteint sa limite. Décoder ces signaux te donne un certain avantage. Au lieu de courir après la connexion disparue, tu peux offrir de l'espace. Un espace sincère, non pas comme punition ou indifférence simulée, mais comme parenthèse où tu te recentres sur toi, sur tes propres activités, ta propre vie, tes intérêts. Cela fait deux choses. Tu préserves d'abord ta stabilité émotionnelle, au lieu de t'acharner à récupérer une connexion qui vient de s'interrompre. Ensuite, tu accordes à la personne le répit dont son système a tant besoin, sans aller plus loin dans la pression. L'erreur courante, c'est de vouloir à tout prix retenir la version proche quand elle apparaît. On voudrait prolonger ce moment, car il fait du bien. Il ressemble à ce que l'on espérait d'une relation. Mais forcer la proximité au-delà du seuil supportable pour l'autre accélère le retrait. Plus tu insistes, plus son besoin de distance s'ancre rapidement. À l'inverse, face à la version distante, l'instinct pousse à s'effacer, à se refermer soi-même. Cela peut éloigner encore plus la personne, parce qu'elle perçoit alors l'abandon, ce qui active à son tour sa blessure intérieure. L'équilibre, c'est d'être présent sans pression, disponible sans être envahissant, exister dans sa vie sans réclamer une intensité émotionnelle constante. Il ne s'agit pas de se contenter de miettes. Comprendre le schéma ne veut pas dire sacrifier tes besoins indéfiniment. Il est possible de constater que le changement entre versions est réel et automatique, tout en acceptant que cela peut devenir insoutenable pour toi. Les deux réalités peuvent coexister. Vivre avec ces deux visages demande quelque chose de particulier. Il te faut une vie propre. Pas comme stratégie pour l'attirer, mais comme nécessité réelle pour ta santé et mentale. Si ton équilibre dépend du mode dans lequel il ou elle se trouve chaque jour, tu rencontres des difficultés. Ta stabilité ne peut dépendre des allées et venues de la personne. Elle doit puiser ailleurs. Dans des sources de satisfaction, de lien, de sens qui existent indépendamment de sa présence ou de son absence. Cela implique aussi de définir ce que tu es prêt à accepter. Certains trouvent leur rythme dans cette dualité, grâce à une sécurité interne solide. D'autres nécessitent plus de régularité émotionnelle pour se sentir apaisés. Aucune option n'est meilleure. Elles répondent simplement à des besoins différents. Si tu choisis d'accepter cette réalité, il existe des moyens concrets pour la gérer. Premièrement, inutile de chercher une explication à chaque basculement. Se demander « qu'ai-je fait de mal ?» n'apporte pas de réponse utile, car le changement provient du système interne de la personne, non de tes actions. Se culpabiliser te fatigue sans rien t'apporter. Deuxièmement, apprends à repérer les cycles. Avec le temps, tu distingues des rythmes. Après un week-end intense, il lui faut parfois plusieurs jours pour se ressourcer seule. Après une conversation vulnérable, elle se retire. Certains stress au travail réduisent sa capacité à rester proche. Chaque personne a ses propres modèles, mais les observer t'aide à comprendre la navigation émotionnelle en jeu. Troisièmement, exprime tes besoins sans moraliser son retrait. Il y a une nuance entre « quand tu t'éloignes »,
Je me sens abandonné, et ce n'est pas normal. Et j'ai besoin de savoir que même si tu requiers de l'espace, notre couple existe toujours. Le premier transforme son besoin en problème à corriger. Le second reconnaît son besoin tout en communiquant le tien. Quatrièmement, pose tes propres limites. L'espace ne signifie pas une disponibilité illimitée sans retour. Si la version distante s'installe des semaines durant sans effort de rapprochement, si le retrait vire à la négligence, si tu n'existes que lorsque l'autre est en mode proche, ce sont des frontières légitimes. Il n'est pas exigeant de réclamer un effort mutuel, même si cet effort diffère d'autres relations. Il y a un autre aspect à saisir. La personne évitante a souvent conscience, dans une certaine mesure, de son schéma. Elle peut reconnaître qu'elle prend ses distances, voir l'impact sur ses relations, mais comprendre le mécanisme n'entraîne pas forcément de changement. Évoluer sur l'attachement demande un travail actif, généralement en thérapie et sur la durée. Être lucide sur son fonctionnement ne réforme pas les automatismes du système nerveux. Cela signifie que tu peux parler du schéma, la personne peut t'entendre, t'approuver, mais le cycle continuera. Elle te promettra parfois de ne plus s'éloigner, y croira sincèrement, puis se verra repartir. Malgré elle, l'intention intellectuelle ne suffit pas à canaliser la réponse viscérale que lui inspire l'intimité. La question n'est donc pas comment supprimer ces deux visages, mais bien, est-ce que je peux vivre avec cette dualité telle qu'elle est, ici et maintenant? Pas quand la personne aura évolué sur son attachement, pas quand elle serait suffisamment sécurisée auprès de toi, mais comme elle fonctionne maintenant avec ces deux états, ses transitions, son imprévisibilité. Si la réponse est oui, il te faut une structure interne solide. Différencier son retrait de ta propre valeur. Ne pas sombrer chaque fois que la version distante réapparaît. Préserver ta vie, tes intérêts, tes relations hors du couple. Savoir donner de l'espace sans rancune et accueillir l'intimité sans t'y accrocher désespérément en sachant qu'elle est passagère. Si la réponse est non, c'est tout aussi valide. Cette dynamique relationnelle ne convient pas à tout le monde. Demander une constance émotionnelle n'est ni une faiblesse, ni une exigence déplacée. Vouloir une présence prévisible de son partenaire est une préférence légitime pour préserver ton équilibre. L'important, c'est que ta décision repose sur la réalité, pas sur le potentiel, pas sur la version proche qui s'affiche de temps en temps, ni sur celle que l'autre deviendrait en travaillant son attachement, mais bien sur ce qu'il ou elle est aujourd'hui, avec les deux visages et les changements qui rythment ton quotidien. Certains décident de rester et trouvent ainsi un fonctionnement. Ils construisent une vie assez riche pour ne pas s'effondrer dans les périodes de retrait. Ils savourent la proximité quand elle est là, sans en dépendre pour leur bonheur. Ils cultivent une stabilité interne que les transitions n'ébranlent plus. Pour eux, la relation trouve son sens, même si elle ne correspond pas à ce qu'ils espéraient. D'autres jugent que le coût émotionnel est trop élevé, que leur idéal est un partenaire qui n'impose pas une vigilance permanente, une anticipation perpétuelle des retraits, une autorégulation incessante face au mouvement de l'autre, qu'ils souhaitent une relation où la proximité ne s'accompagne pas d'un compte à rebours secret. C'est aussi un choix sain, et souvent le meilleur. Il n'existe pas de réponse universelle. Il n'y a que ta réponse, dictée par ta réelle capacité à traverser cette dynamique sans t'y perdre. On peut aimer profondément et comprendre le fonctionnement de l'autre, tout en reconnaissant que ce mode relationnel est incompatible avec ses propres besoins. On peut cerner parfaitement les raisons, sans pour autant consentir à rester. Comprendre n'égale pas devoir accepter. Si tu restes, fais-le en pleine conscience. Il y aura des jours où la personne s'ouvrira, connectée, affectueuse. D'autres où la même personne aura besoin de distance, se renfermera, sera inaccessible. Les deux visages font partie du lot. Impossible d'en garder un seul. Cette dualité est la réalité. Ce choix implique de lâcher la fantaisie d'une version proche définitive, d'accepter l'existence perpétuelle du changement, de bâtir ta stabilité sur une base plus solide que les fluctuations de ton partenaire, de chercher la paix dans l'incertitude ou de constater que tu ne peux pas. Cela suppose aussi de ne pas confondre ton rôle avec celui de soignant. Tu n'es pas son thérapeute,
ni responsable d'apaiser ses blessures d'attachement. Tu peux être compréhensif et patient, mais tu ne peux pas conduire sa guérison pour lui ou elle. Ce travail n'appartient qu'à la personne, souvent avec un professionnel, si elle le souhaite. Ce que tu peux contrôler, ce sont tes réponses à chaque visage. Quand l'aversion proche refait surface, profites-en sans t'y accrocher. Quand l'aversion distante se manifeste, offre l'espace sans t'effondrer. Préserve ta stabilité, quelle que soit la version du jour. Ce n'est pas facile, mais c'est la seule voie pour vivre cette dualité sans s'abîmer. Et si un jour tu te rends compte que ce n'est plus possible, que le prix est trop haut, que ta santé mentale vacille, tu as le droit de partir. Comprendre le fonctionnement de quelqu'un ne t'oblige pas à rester si cela te fait du mal. La compassion pour son schéma et la protection de ton bien peuvent coexister. Au final, vivre avec quelqu'un qui semble avoir deux personnalités exige une acceptation radicale de ce qui ne sera jamais rationnel jusqu'au bout. Il faut renoncer à vouloir prévoir, contrôler ou transformer le schéma. Il faut trouver la paix dans la contradiction d'aimer quelqu'un qui est tour à tour présent et absent, proche et lointain, connecté et retiré, parfois dans une même journée, si tu y parviens sans sacrifier ton centre, sans abîmer tes besoins essentiels, sans vivre dans une anxiété perpétuelle sur la version du jour. Alors tu peux vivre avec cette dualité. Mais si ce n'est pas possible, si cela t'épuise jusqu'à te perdre, alors la réponse la plus aimante envers toi-même est parfois de ne pas rester. Personne d'autre ne peut décider à ta place. Toi seul connais ton seuil. Toi seul sais ce que tu peux encaisser. Toi seul ressens si la proximité compense l'éloignement. Fais confiance à ta propre réponse, quelle qu'elle soit. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté sur ce que tu traverses, dis-moi en commentaire. Quelle version est présente en ce moment? Depuis combien de temps navigues-tu cette dualité? Cela m'aide à comprendre ta réalité. Like si ça a résonné en toi. Abonne-toi. On va continuer à explorer comment vivre une relation avec un attachement évitant, sans t'y perdre.